Il existe dans une vie des points de bascule si puissants qu'ils éclatent tout ce que l'on croyait immuable. Pour beaucoup, ces ruptures arrivent furtivement, presque doucement. Pour d'autres, elles frappent comme une déflagration, laissant derrière elle un paysage intérieur méconnaissable. Pour Laetitia Hallyday, ce moment n'a pas été une simple fracture. Il a été une cassure définitive, une ligne de séparation nette entre ce qu'était sa vie avant et ce qu'elle a dû apprendre à devenir après. À 50 ans, après des années à lutter contre la douleur, à se cacher derrière l'apparence d'une force qu'elle ne ressentait plus, elle est arrivée là où elle avait tout fait pour ne jamais se rendre. Face à elle-même, face à la vérité, face à l'amour qu'elle n'a jamais pu détacher de son cœur. Pendant presque une décennie, Laetitia a tenté de maintenir l'équilibre fragile d'un monde que tout menaçait de faire s'écrouler. Procès, dettes, maisons vendues ou détruites, ruptures affectives, départs forcés, renaissance avortée. Chaque étape semblait la pousser un peu plus vers un gouffre qu'elle refusait pourtant de regarder. Car derrière tout, il y avait un nom qu'elle n'arrêtait jamais vraiment d'entendre, une présence qui continuait d'exister dans les interstices de chaque décision, chaque souvenir, chaque respiration. Johnny, l'homme qu'elle avait aimé, accompagné, soutenu, porté et perdu. L'homme que la France pleurait comme une légende, mais qu'elle, elle pleurait comme son mari, son compagnon de vie, son pilier parfois sa tempête. Depuis le 5 décembre 2017, date de la disparition de Johnny Hallyday, rien n'a plus été pareil. Ce jour n'a pas simplement marqué la fin d'un artiste, d'un monument culturel ou d'un mythe national. Pour Laetitia, il a marqué une fin intime, profonde, presque irréversible, la fin de la vie qu'elle avait construite depuis l'âge de 21 ans. En une nuit, elle est passée de celle qui veillait silencieusement au chevet d'un homme diminué par la maladie à celle qui devait annoncer à 2 jeunes filles que leur père ne reviendrait jamais. Elle est passée d'épouse à veuve, de confidente à gardienne d'un héritage gigantesque, de femme à symbole. Elle n'a pas eu le temps de sombrer. Elle devait se tenir droite, parler, affronter l'immensité de la peine nationale et la violence des responsabilités qui s'abattaient déjà sur elle. Tandis que des milliers de personnes se pressaient à l'église de la Madeleine pour rendre un dernier hommage au chanteur, tandis que des millions de téléspectateurs suivaient la cérémonie, Laetitia, elle, tremblait dans l'ombre, tenant les mains de Jade et Joy, tentant de rester debout dans un monde qui s'effondrait. Personne n'a vu les nuits où elle s'endormait habillée faute d'avoir la force de se glisser sous les draps. Personne n'a vu les matins où ses premières pensées espéraient encore que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Personne n'a vu les après-midi où elle s'asseyait dans le studio d'enregistrement vide de Johnny, incapable d'appuyer sur la moindre touche, car le son de sa voix lui transperçait le cœur comme un verre brisé. Le deuil, pourtant, n'a été que le prologue d'une épreuve plus vaste encore. Très vite, les complications juridiques, financières et familiales se sont superposées à la douleur, transformant un chagrin personnel en une guerre publique. Le testament, les héritages, les recours, les déclarations, les critiques, les incompréhensions. Laetitia se retrouvait en première ligne d'une bataille qu'elle n'avait jamais voulu mener. Et pendant ce temps, la vie continuait de la presser. Des filles à protéger, 2 continents à gérer, un patrimoine artistique à préserver, des dettes colossales à affronter, et un vide affectif qu'aucun répit ne venait combler. Mais au-delà de toutes ces tempêtes, derrière l'image médiatique, derrière l'argent, les procès, les incendies, les séparations, les accusations, il restait quelque chose de plus profond, de plus intime, de presque dérangeant dans sa simplicité, un amour qui refusait de mourir. Un lien que le temps n'avait pas réussi à affaiblir, que les drames n'avaient pas réussi à enterrer, que les nouvelles histoires n'avaient pas réussi à remplacer. 8 ans après le décès de Johnny, après avoir traversé des épreuves que peu auraient supportées, Laetitia a fini par reconnaître ce qu'elle avait passé des années à éviter, même dans ses propres pensées. Elle n'a jamais su aimer quelqu'un d'autre sans culpabilité. Elle n'a jamais réussi à fermer la porte du passé. Et elle ne sait pas si elle le pourra un jour. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un deuil. C'est celle d'une femme qui tente de renaître alors que son cœur appartient encore à hier. C'est celle d'un amour qui persiste dans les ruines. C'est celle d'un combat intérieur que personne n'avait jamais entendu jusqu'à aujourd'hui. Il existe des jours que l'on ne peut ni oublier ni contourner, des jours qui transforment la vie en un avant et un après. Pour Laetitia, le 5 décembre 2017 n'a pas été seulement un repère dans le calendrier. C'était un séisme, un bouleversement intime qui a fracturé le fil de son existence. Avant cette date, elle vivait dans une réalité tissée d'habitudes, de soins, de tendresse mêlée d'inquiétude, de nuits blanches à veiller un homme qu'elle aimait depuis la jeunesse. Après cette date, elle est entrée dans un tunnel où la lumière semblait toujours trop loin. Les derniers mois avaient été d'une intensité presque insupportable. Johnny luttait contre un cancer qui gagnait du terrain malgré les traitements, malgré les espoirs, malgré les moments de répit qui eux-mêmes semblaient se dissoudre trop vite.
Laetitia avait vu l'homme qu'elle aimait se battre avec une dignité presque inhumaine. Même affaibli, même souffrant, il trouvait la force de plaisanter avec les filles, de lui sourire pour la rassurer, de parler de projets futurs comme si la maladie n'était qu'un passage nuageux. Mais Laetitia, elle, voyait ce que les autres ne voyaient pas. La fatigue dans ses yeux, la façon dont sa respiration ralentissait certains soirs, l'inquiétude muette qu'il essayait de masquer derrière son courage. Elle passait ses journées entre les rendez-vous médicaux, les appels à la famille, les tentatives de maintenir un semblant de normalité pour Jade et Joy. Et la nuit, quand tout le monde dormait, quand la maison se plongeait dans un silence oppressant, elle restait assise à ses côtés, observant la moindre de ses réactions, prête à appeler un médecin à la moindre alerte. Quand le 5 décembre arriva, Laetitia n'était pas prête. On ne l'est jamais. Même lorsqu'on sait que le temps est compté, même lorsque les médecins deviennent plus graves dans leurs mots, même lorsque les signes annonciateurs ne peuvent plus être ignorés, une part du cœur refuse catégoriquement de se préparer à la perte. Ce matin-là, la maison de Marne-la-Coquette était étrangement calme. Le personnel parlait à voix basse, les filles étaient encore endormies, et l'air avait cette lourdeur particulière des jours où quelque chose d'irréversible se prépare. Vers la fin de la matinée, les médecins annoncèrent la nouvelle. Le souffle de Johnny s'était arrêté. L'homme, le mari, le père, l'artiste, la légende n'étaient plus. Laetitia resta figée. Le monde autour d'elle s'était arrêté, mais son corps semblait continuer d'avancer automatiquement, comme si une sorte de mécanisme intérieur refusait de l'autoriser à s'effondrer. Elle devait prévenir les filles, elle devait appeler la famille, elle devait organiser ce qui devait l'être. Dans un moment où tout en elle hurlait de douleur, elle se retrouva propulsée dans un rôle qu'elle n'avait jamais voulu, celui de la femme qui annonce la mort. Le soir même, la planète entière apprit la disparition de Johnny Hallyday. En quelques heures, les chaînes de télévision modifièrent leur programmation, les réseaux sociaux explosèrent d'hommages, les radios diffusèrent en boucle ses chansons. La France entière semblait entrer en deuil. Mais personne ne pouvait imaginer ce que vivait réellement Laetitia derrière les murs de sa maison. Pour le pays, Johnny était un mythe. Pour elle, il était l'homme qui partageait son lit, celui dont elle connaissait les regards, les doutes, les habitudes, les peurs et les espoirs. Quand vinrent les jours de préparation de l'hommage national, Laetitia dut revêtir un masque de force qu'elle ne possédait plus. L'église de la Madeleine se transformait en un lieu sacré où convergeaient les fans, les proches, les anonymes, les personnalités publiques. Devant les caméras, elle avançait dignement, serrant les mains de ses filles, tentant d'éteindre les tremblements dans ses jambes. Mais en réalité, elle n'était qu'une femme brisée, essayant de tenir debout pour ne pas s'écrouler sous le regard du monde entier. Lorsque la cérémonie commença, les chants, les discours, les applaudissements, les visages familiers et les hommages grandioses créèrent une atmosphère presque irréelle. Tout semblait s'enchaîner dans une sorte de cauchemar paradoxalement sublime. Laetitia observait le cercueil de celui qu'elle avait aimé pendant 23 ans, et son cœur se déchirait sous le poids du symbole. La France plairait son icône, mais elle plairait l'homme. Et dans le tumulte, une seule pensée la transperçait. Comment survivre à ce vide? Ce que personne ne vit, ce que personne ne pouvait même imaginer, ce furent les jours qui suivirent. Les jours dépourvus de caméra, dépourvus de foule, dépourvus de musique. Les jours où la réalité, silencieuse et cruelle, lui rappela qu'elle était désormais seule dans un rôle qu'elle n'avait jamais appris à jouer, celui de continuer à vivre. La nuit, elle dormait tout habillée parce que le lit lui semblait trop vaste, trop froid, trop étranger sans sa présence. Chaque matin, elle espérait ouvrir les yeux dans un autre monde, un monde où Johnny serait encore là, un monde où rien de tout cela ne serait réel. Les après-midi, elle se réfugiait dans le studio d'enregistrement vide, s'asseyait devant les instruments, et restait immobile, incapable d'appuyer sur lecture. La voix de Johnny lui faisait trop mal, comme si chaque note était une lame qui s'enfonçait lentement dans sa poitrine. Pour beaucoup, ces premiers mois n'étaient qu'un passage. Pour Laetitia, ils furent un gouffre dont elle n'est jamais vraiment ressortie, même des années après. Car ce jour de décembre n'a pas seulement marqué la fin d'un homme. Il a marqué le début d'un combat intérieur qui allait redéfinir toute sa vie. Lorsque les lumières de l'hommage national se sont éteintes et que les foules endeuillées ont quitté les rues de Paris, Laetitia s'est retrouvée face à une réalité qu'elle n'avait jamais imaginé devoir affronter seule. Car derrière la disparition de Johnny se cachait une succession de responsabilités titanesques, un héritage immense et complexe qui n'avait rien de symbolique. C'était une mécanique administrative, juridique et financière d'une violence inouïe. Un héritage que certains enviaient, que beaucoup critiquaient, mais que personne ne comprenait réellement. Les semaines suivant la mort de Johnny furent un tourbillon de décisions, de signatures, de réunions, de documents, de comptes à vérifier, de contrats à examiner.
Comme si le deuil ne suffisait pas, la vie semblait lui imposer une montagne qu'elle n'avait ni l'énergie ni la force d'escalader. Car ce que le public ignorait encore, c'est que Johnny avait rédigé en Californie un Nouveau Testament, la désignant comme unique héritière et tutrice légale de la succession. Pour certains, c'était un signe de confiance absolue. Pour d'autres, un choix controversé. Pour Laetitia, ce fut un choc terrifiant. Elle ne s'attendait pas à devenir la figure centrale d'une guerre familiale et médiatique. Elle ne s'attendait pas à devoir se battre non pas pour avoir plus, mais pour protéger ce que ses filles avaient déjà perdu. Un père, une stabilité, un foyer, une histoire. Elle croyait que le chagrin suffirait à unir sa famille, au moins temporairement. Mais au contraire, il la fracturait comme jamais. La tempête éclata publiquement lorsque Laura Smith et David Hallyday annoncèrent leur contestation du testament américain. La France entière se retrouva témoin d'un déchirement intime exposé à la lumière des projecteurs. Articles, plateaux télé, prise de position, commentaires. Laetitia ne pouvait plus sortir sans que quelqu'un ne lui reproche quelque chose. À chaque apparition publique, à chaque mot prononcé, les critiques redoublaient. Pourtant, derrière les accusations et les spéculations, il y avait une réalité bien plus simple et bien plus tragique. Laetitia ne cherchait pas à gagner. Elle cherchait à survivre. Elle ne se battait pas pour des millions. Elle se battait pour ses enfants, pour que leur avenir ne soit pas englouti par les dettes accumulées par les années de maladie, les besoins colossaux de la carrière de Johnny et les mécanismes financiers complexes de leur vie à cheval entre deux continents. À huis clos, elle pleurait souvent. Elle répétait à ses proches « Je ne me bats pas contre eux. Je me bats contre ce vide, et contre ce que je dois assumer seul. » Car ce que les médias ne savaient pas encore, c'est que Johnny avait laissé derrière lui des dettes gigantesques, tant en France qu'aux États-Unis. L'image du rocker millionnaire ne correspondait pas à la réalité d'un patrimoine déséquilibré, parfois mal géré, souvent englouti dans des frais artistiques, des productions, des déplacements, des maisons coûteuses, des impôts et des dépenses imposées par une carrière hors norme. Laetitia découvrit tout cela au fil des mois. Chaque courrier officiel était une claque. Chaque appel d'avocat, un rappel brutal de la réalité. Chaque échéance fiscale était une nouvelle bataille. Il fallait gérer les droits d'auteur, les royalties internationales, les catalogues musicaux, les propriétés, les donations, les trusts, les contrats en cours, les collaborations posthumes. Tout devait être classé, organisé, contrôlé, archivé. Mais la vérité, c'est qu'elle n'avait jamais été formée à cela. Elle n'avait jamais appris à diriger un empire. Elle était simplement une femme qui avait aimé un homme. Une femme qui, du jour au lendemain, devait devenir une administratrice, une comptable, une gestionnaire, une médiatrice, une représentante, une mère, une veuve, une cible. Ses journées étaient d'une intensité presque surréaliste. Elle se levait à 4 heures du matin pour répondre aux équipes françaises, puis enchaînait avec les rendez-vous à Los Angeles après avoir déposé les filles à l'école. Les réunions s'enchaînaient, parfois jusqu'à tard dans la nuit. Et entre tout cela, elle devait encore affronter la solitude, le deuil, les souvenirs qui surgissaient sans prévenir. À l'extérieur, elle semblait impeccable. Veste Isabelle Marant, lunettes Dior, sourire poli, démarche assurée. Mais derrière cette façade se cachait une femme au bord de l'épuisement. Ses amis racontaient qu'il y arrivait de s'arrêter en voiture face à l'océan, simplement pour pleurer. D'autres fois, elle restait assise pendant des heures dans le studio de Johnny à Marne-la-Coquette, incapable de toucher le moindre instrument, de peur que sa voix ne brise une nouvelle partie d'elle. Toutes les pressions, toutes les critiques, toutes les responsabilités la rattrapaient, la tiraient vers le bas, parfois jusqu'à l'étouffement. Elle répétait souvent « Je n'ai pas eu le droit de pleurer. J'ai dû devenir un soldat. » Un soldat épuisé. Un soldat qui n'avait jamais demandé à se battre. Lorsque les procédures judiciaires prirent enfin fin en 2021, elle aurait dû ressentir un soulagement. Mais ce fut tout le contraire. Car malgré les accords, malgré les renoncements, malgré la paix retrouvée en surface, les dettes restaient, les factures restaient, les impôts restaient, les responsabilités restaient. Il fallait vendre les voitures de collection de Johnny, vendre ses motos, vendre ses guitares, vendre des objets qu'elle gardait comme des morceaux de lui. Et avec chaque vente, c'est une nouvelle blessure qui s'ouvrait. Les fans jugeaient, critiquaient, accusaient. Mais personne ne comprenait qu'elle ne vendait pas des souvenirs. Elle achetait du temps pour respirer, du temps pour payer, du temps pour que ses filles puissent avancer. Son monde, celui qu'elle avait construit avec Johnny, celui qu'elle avait chéri, protégé, aimé, s'effritait sous ses doigts, morceau après morceau. Et plus le temps passait, plus une vérité silencieuse s'installait en elle.
Ce n'était pas seulement l'héritage matériel qui pesait, c'était l'héritage émotionnel, celui dont elle ne parvenait pas à se libérer. Lorsque l'orage juridique commença doucement à s'apaiser, Laetitia croyait naïvement que le pire était enfin derrière elle. Elle espérait qu'après la guerre médiatique, la guerre familiale, la guerre financière, il ne resterait plus qu'un long couloir menant vers une paix fragile, mais réelle. Pourtant, c'est justement à ce moment-là que les masques tombèrent, révélant des visages, des intentions et des réalités encore plus sombres que tout ce qu'elle avait imaginé. Car dans l'ombre laissée par l'absence de Johnny, certains avaient perdu beaucoup plus qu'une figure artistique. Ils avaient perdu une source d'influence, de revenus, de proximité médiatique. Et lorsque Johnny s'en alla, laissant derrière lui un silence assourdissant, certains tentèrent immédiatement d'occuper l'espace laissé vide. Des prétendus amis, des conseillers, des partenaires professionnels, des proches lointains, tous revinrent, comme attirés par l'odeur du chaos. Ils frappaient à la porte, envoyaient des messages, proposaient leur aide, suggéraient des idées, offraient leur soutien. Mais derrière chaque sourire se cachait une intention, derrière chaque conseil un intérêt, derrière chaque promesse un piège. Laetitia, encore fragile, encore dévastée, ne savait plus à qui faire confiance. Elle avait l'impression d'être encerclée, comme si chaque pas qu'elle faisait était observé, analysé, interprété. Certains lui reprochaient de vouloir contrôler l'héritage. D'autres lui reprochaient de ne pas en faire assez. D'autres encore lui reprochaient simplement d'exister. Et au milieu de cette jungle humaine, il y avait les médias, affamés, prêts à saisir chaque rumeur, chaque murmure, chaque détail pour en faire un titre choc. Un jour, elle était décrite comme une veuve courageuse. Le lendemain, comme une manipulatrice calculatrice. Ce va-et-vient incessant la rendait folle. Elle n'avait plus d'intimité, plus d'espace, plus d'air. À Los Angeles, elle tentait de tenir debout, de maintenir une vie normale pour Jade et Joy. Elle se forçait à sourire en les accompagnant à l'école, à préparer le dîner, à écouter leurs histoires, à calmer leurs peines. Mais quand les lumières de la maison s'éteignaient, la vérité revenait la frapper de plein fouet. Elle se retrouvait seule dans un salon trop grand, dans une maison trop silencieuse, avec des murs qui semblaient murmurer son nom. Chaque pièce lui rappelait Johnny. Chaque photo était un rappel brutal. Chaque chanson à la radio était une blessure qui s'ouvrait de nouveau. Elle réalisait alors que le deuil ne suit aucune logique. Il frappe quand il veut. Il écrase quand il veut. Il s'installe dans les moindres coins de la vie quotidienne. Et il n'est jamais gentil. Pour tenter de reprendre le contrôle, elle commença à restaurer certains des projets musicaux que Johnny avait laissés en suspens. C'était sa manière à elle de prolonger sa voix, de ne pas laisser son silence envahir le monde. Mais là encore, les critiques fusèrent. Elle exploite Johnny. Elle cherche l'argent. Elle veut rester sous les projecteurs. Personne ne comprenait que c'était l'inverse. Elle ne voulait plus de lumière. Elle voulait juste protéger ce qui restait de lui. Puis il y eut les amitiés qui se fissurèrent. Ceux qui, durant des années, s'étaient montrés proches, loyaux, presque familiaux, commençaient à prendre leur distance ou à retourner leur veste. Certains lui tournaient le dos pour éviter d'être associés aux tensions. D'autres tentaient de tirer leur épingle du jeu en profitant du chaos. Quelques-uns l'abandonnèrent complètement, préférant l'image d'un clan que celle d'une vérité complexe. Cette trahison silencieuse fut l'un des coups les plus difficiles à encaisser. Elle ne perdit pas seulement son mari. Elle perdit une grande partie de son cercle, de son entourage, de son monde. Et au milieu de ce naufrage émotionnel, un autre combat se préparait, celui de reconstruire une identité. Car durant plus de 20 ans, elle avait été Laetitia de Johnny, la femme du rocker, la maman de Jade et Joy, la complice des tournées, la gardienne des apparitions publiques, le pilier dans l'ombre d'un monument musical. Mais maintenant, sans lui, qui était-elle? Une veuve? Une mère? Une héritière? Une cible? Une inconnue à réinventer entièrement? Elle comprit alors que son plus grand défi n'était pas financier, médiatique ou familial. Son plus grand défi était intérieur. Il s'agissait d'apprendre à revivre, de trouver une direction, de réapprendre la lumière sans se brûler. Elle commença à sortir davantage, à rencontrer de nouvelles personnes, à réapprendre à parler d'autre chose que de contrats, de procédures et de souvenirs. Elle renoua avec des amis à Los Angeles, se créa une petite bulle loin des caméras françaises, rencontra des artistes, des mères, des familles, des gens qui ne connaissaient Johnny que de loin ou pas du tout. Avec eux, elle pouvait redevenir Laetitia. Simplement Laetitia. Pas un symbole, pas un sujet de débat, juste une femme qui essaie de guérir. Mais le chemin était encore long, interminable même.
car pour chaque pas en avant, il y avait un souvenir qui la ramenait en arrière. Une chanson qu'elle n'osait plus écouter, une pièce qu'elle n'osait plus ouvrir, un message vocal qu'elle n'avait jamais eu la force d'effacer. Elle avançait, mais à petits pas. Elle respirait, mais avec difficulté. Elle vivait, mais à moitié. Et dans le silence du soir, elle se répétait souvent. « J'essaie, Johnny, j'essaie vraiment. » Comme si quelque part, il pouvait encore l'entendre. Laetitia avait traversé la tempête. Elle avait affronté les tribunaux, les dettes, les critiques, les trahisons, la solitude, le deuil, les nuits sans sommeil, les souvenirs qui suffoquent, les responsabilités qui écrasent. Mais au bout de ce long tunnel, elle sentait enfin une vibration différente dans son cœur, une chaleur inattendue, un souffle nouveau, celui de la vie qui revient, malgré tout, malgré la douleur, malgré la peur. Pourtant, cette renaissance n'était pas un long fleuve tranquille. Elle se vivait par bouts, par sursauts, par hésitation. Un jour, elle se sentait invincible. Le lendemain, une simple photo, une chanson, un lieu, un parfum la ramenait brutalement en arrière. Car guérir, ce n'est pas oublier. Guérir, c'est avancer avec les cicatrices. Mais Laetitia avait atteint un point où elle savait que rester figée dans le passé ne ferait du bien ni à elle, ni à Jade, ni à Joy. Elle avait la responsabilité de montrer à ses filles qu'après l'effondrement, il existe toujours une route. Parfois sinueuse, parfois obscure, mais une route tout de même. C'est dans cette période fragile qu'elle commença lentement à s'ouvrir au monde, à reprendre goût aux choses simples. Un café sur une terrasse, un film avec ses filles, une balade en bord de mer, une soirée entre amis. Des moments qui autrefois paraissaient insignifiants, mais qui prenaient soudain une dimension immense. Et puis, il y eut les premiers signes d'un changement intérieur. Une envie qu'elle croyait disparue. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette histoire bouleversante. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à laisser un like pour soutenir le travail de la chaîne. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines histoires et partagez la vidéo autour de vous pour que d'autres puissent aussi la découvrir. Votre soutien fait toute la différence et grâce à vous, nous pouvons continuer à raconter ce parcours de vie aussi inspirant que marquant. Merci pour votre fidélité et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.